Donc bonjour à tous. Alors effectivement, l'intérêt, je trouve, du CCVS, c'est qu'on l'a vu là dans les interventions qui sont passées aujourd'hui et hier, c'est qu'on est des structures très diverses par rapport à notre fonctionnement, donc des pépinières, des collectionneurs privés, des institutions publiques. Et donc je suis apparemment l'un des rares représentants d'un jardin botanique universitaire, parce qu'on n'est pas nombreux dans le pays d'ailleurs, tout simplement. Et donc effectivement, le jardin botanique de Strasbourg, qui est un jardin botanique universitaire, donc qui dépend intégralement de l'État, possède dans des collections patrimoniales, et dont certaines sont reconnues par le CCVS. Et donc vous allez voir qu'effectivement, l'objectif de ces collections est tout autre que ceux qu'on a vu aborder au fil de ces 2 jours. Alors, ce qui est très important, d'abord, c'est de faire un peu d'histoire, parce que pour comprendre en fait ce que c'est qu'un jardin botanique universitaire, cette histoire, nos missions, nos fonctions sont extrêmement importantes pour comprendre ce qu'on fait. Alors ça tombe bien, justement, parce qu'on va faire un peu d'histoire, et que cette année, en 2019, le jardin botanique de Strasbourg fête ses 400 ans. Je ne les fais pas, les 400 ans, mais effectivement, la structure a 400 ans. Donc elle a été créée en 1619, ce qui fait que le jardin botanique de Strasbourg est le 2e jardin botanique créé en France après Montpellier et avant le Muséum. Donc on est un des 15 plus anciens jardins botaniques d'Europe, clairement. Donc en 1619, alors d'abord voilà le jardin botanique aujourd'hui. Alors on est un jardin botanique urbain, complètement coincé dans une agglomération de 600 000 habitants. Donc 3,5 hectares, aucune possibilité d'extension. Alors la photo je l'aime bien, donc là elle est prise de la toiture de l'Institut de Botanique, on voit une des serres anciennes, je vais vous expliquer tout à l'heure, la cathédrale, au fond les Vosges, donc voilà, un jardin botanique c'est aussi un lieu, un terroir, une ville, une population autour, et donc 4 siècles d'histoire. Alors le premier jardin botanique, donc si on revient en arrière, on passe donc 1619, donc au moment de sa création. Alors évidemment 1619 c'est la Renaissance, on sort du Moyen-Âge. Et à ce moment-là, en fait, en Europe, la Renaissance va faire qu'on va commencer à regarder son environnement d'une manière assez large, mais plus précisément les plantes, les animaux, les roches, de manière un peu plus pointue, en s'affranchissant aussi de la religion, il faut bien dire ce qui est. Et donc on va commencer à développer en Europe centrale, dans le nord de l'Italie, le long de l'axe rhénan, des jardins, qui ne s'appelle pas d'ailleurs jardin botanique au départ, qui s'appelle jardin médicinaux, parce qu'en fait, là aussi, c'est une singularité. Quand le jardin botanique a été créé, la botanique n'existait pas en tant que telle. On cultivait les plantes par rapport à leur usage, mais pas pour ce qu'elles étaient. On les étudiait pas, on étudiait leurs usages. Donc c'est pour ça que le jardin botanique, à sa création, il est rattaché à la faculté de médecine, en 1119. Donc on cultive des plantes médicinales, rangées par carré, et on les étudie en fonction de leurs usages. Donc là, vous avez un plan de Strasbourg, de 1830, à peu près, de 1680, pardon. Et donc le jardin botanique, il se trouve ici. La cathédrale est là, donc l'îlot central, la petite France ici, la cathédrale et le jardin. Donc vous voyez, alors la ville est une ville fortifiée, moyenâgeuse, et le jardin est donc à l'intérieur des murs. On a quelques centaines de mètres carrés, tout petit. Si on regarde le dessin du jardin, c'est un peu le jardin des simples qu'on a vu hier. Voilà, c'est des carrés et puis des plantes classées en fonction de leurs usages. Donc il est rattaché à l'enseignement de la médecine, donc les directeurs sont des médecins, pas des botanistes. Les botanistes, ils n'existaient pas encore à l'époque. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'en 1119, on connaît un petit peu la flore d'Europe, un petit peu la flore exotique, mais assez peu. Donc le jardin est petit, renferme surtout des espèces locales, médicinales, alimentaires, et puis petit à petit, on va étendre le jardin, on va l'agrandir. Donc on est situé en plein centre-ville, donc il faut acheter des maisons, on rase une maison, on agrandit, on rachète une maison, on agrandit. Donc c'est vraiment des tout petits agrandissements. Donc le jardin, à son apogée, donc vers 1800, va avoir à peu près 2500 espèces, mesure à peu près 3000 m². Et puis, il va y avoir un premier coup d'arrêt dans son fonctionnement, c'est la guerre de 1870. Donc la Prusse attaque la France, première ville, Strasbourg, siège, on bombarde la ville. Tous les cimetières, donc il y a beaucoup de morts, beaucoup de victimes, tous les cimetières sont situés à l'extérieur de la ville et il faut enterrer les morts pour éviter les épidémies. Donc là, le maire de Strasbourg regarde le fameux plan de 1680 qu'on a vu. Le seul espace libre au sein des fortifications, c'est le jardin. Et donc, on va transformer le jardin en cimetière. On va inhumer, durant l'été 1870, 3000 morts. On va faire des fosses communes, les corps sur 4 étages, et on enterre, on enterre, on enterre, on enterre. Et ensuite, les familles
à septembre 1870, vont récupérer les corps et les inhumer dignement dans des cimetières en dehors de Strasbourg. Donc ça, vous imaginez bien l'impact que ça a eu sur les collections. Et puis alors, on est en 1870. Donc entre 1119 et 1870, 200 ans se sont passés. Donc la France perd la guerre, les Prussiens donc, la remportent, l'Alsace-Lorraine sont annexés, Strasbourg devient la capitale du nouveau land conquis, l'université créée avant 1119 part à Nancy, et donc les Allemands recréent une université. Et puis, ils commencent à réutiliser les anciens locaux de l'université, donc l'ancien jardin botanique, par exemple, qui est là. L'ancien jardin, il est ici, donc ils commencent à le réutiliser. Et puis en fait, les botanistes allemands qui ont été affectés donc, au jardin disent mais ça va pas, parce qu'en fait ils sont dans des locaux installés en 1119, donc dans des locaux du Moyen-Âge. On est en 1880, donc après la révolution industrielle. La discipline, la botanique, elle a complètement changé. En 1619, on étudie les plantes médicinales uniquement. En 1880, on commence à faire de la systématique, de la classification, de la génétique, de la floristique, de la géobotanique, de la paléobotanique. Enfin voilà, toutes ces disciplines ont émergé. Il faut les enseigner. Et on n'a plus la place de le faire dans l'ancien jardin. Et donc là, ils vont décider de transférer l'université et donc le jardin botanique sur un nouvel ensemble. Donc ils vont le faire à partir de 1880. Donc là, vous avez un plan de Strasbourg où vous voyez donc la ville ancienne. On la reconnaît un petit peu. Voilà, ici, la cathédrale qui est là, l'ancien jardin qui est là. Et là, ils vont en fait faire une nouvelle ville, la Neustadt, pour installer la nouvelle université. Et puis en fait, ils souhaitent aussi germaniser, entre guillemets, l'Alsace. Donc il y a beaucoup d'Allemands qui vont venir à Strasbourg. La ville moyenâgeuse n'est pas assez grande, donc ils vont agrandir la ville. Et donc l'université va être construite dans ce contexte. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, justement, quand ils vont créer ce nouveau jardin botanique, en fait, Berlin va nommer un architecte qui s'appelle Hermann Egertz, un architecte berlinois. Et en fait, alors Egertz, c'est un architecte, il ne s'y connaît pas en mathématiques, en géologie, en astronomie, en botanique. Donc il va s'appuyer sur les directeurs des différents instituts. Donc pour la botanique, le directeur de l'institut de botanique s'appelait Anton de Bary, un botaniste allemand. Et il va lui dire, écoute mon Anton, de quoi tu as besoin pour enseigner et faire de la recherche en 1880 ? Tu me dis donc ce dont tu as besoin et je fais. Alors ça, aujourd'hui les universitaires, ils rêvent de ça. Donc à l'époque, c'est quasiment, alors c'est pas réel, mais c'était quasiment crédit illimité. Et donc, Anton de Bary, qui avait fait un petit tour d'Europe, qui avait monté un labo très performant à Fribourg, va dire, bah voilà, moi, en 1880, pour enseigner la paléobotanique, la botanique, la floristique, la génétique, la géobotanique, etc., la géographie botanique, il me faut un institut de botanique, donc qui était un espèce de navire amiral où on fait l'enseignement et la recherche. Alors, à l'époque, 1500 étudiants à l'université. Aujourd'hui, on est 50 000. Donc, vous voyez bien la différence. Donc, 1500 étudiants. Donc il y a quasiment autant d'enseignants que d'étudiants. Donc l'amphithéâtre qui est dans l'institut, il y a à peu près 50 places. Et donc on crée un institut donc avec des locaux d'enseignement, des locaux de recherche. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, la moitié du rez-de-chaussée, c'est les appartements privés du directeur et de sa famille. Donc en fait, il est logé sur place. Et donc il peut sortir en charentaise, il est dans son amphi, sa salle de cours. Associé à l'institut, en fait, vous avez un jardin botanique de 3,5 hectares. Donc là, vous avez la salle, par exemple, vous avez le petit amphithéâtre, la salle de travaux pratiques. Il y a un escalier ici, vous traversez et vous êtes dans le jardin. Donc 3,5 hectares, 1500 mètres carrés de serre, quasiment pas ouverte au public. Donc on a retrouvé là, dans les travaux qu'on a fait sur la recherche historique, à cette époque-là, au moment de l'inauguration, donc vers 1886. Donc le jardin botanique est relativement ouvert au public, quasiment tous les jours, les après-midi. Par contre, les grandes serres, alors le complexe arrière de serre monumentale, c'est 2 demi-journées par semaine, les petites serres sont fermées au public. Donc c'est vraiment un jardin destiné à la pratique, à l'enseignement et à la recherche de la botanique au sein de l'université. Et donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on va créer des collections parce qu'on en a besoin pour l'enseignement. Alors on fait par exemple, on étudie comment les plantes s'adaptent à leur environnement, et ben on va faire des rocailles pour expliquer comment les plantes poussent dans les montagnes, des bassins pour expliquer comment les plantes poussent dans l'eau, etc. Et donc forcément, on a besoin d'expliquer ce que c'est qu'une plante tropicale, la répartition, expliquer la répartition des plantes sur le globe. Donc on va faire des grandes serres, 1500 mètres carrés de vitrage, avec des plantes du monde entier. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant dans notre structure, c'est qu'on a un jardin qui a été dessiné pour une pratique d'une discipline, en l'occurrence la botanique. Et le dessin est resté. Alors vous allez voir, les bâtiments ont bougé, mais le dessin est resté.
Alors là, vous avez une vue, par exemple, donc, du complexe de Grande Serre en 1888, donc quasiment à l'achèvement des travaux. Donc, je ne sais pas si vous notez les dates, hein, donc le siège de Strasbourg 1870, recréation de l'université 1872. Il commence à faire les plans en 1875. En 1878, le plan est arrêté. En 1888, 10 ans après, tout est construit. Hein. Donc tout le campus, hein, donc des bâtiments énormes. Hein. Donc vous voyez l'arboretum, les petits arbres. Donc ils sont partis de rien, il n'existe rien du tout. Alors, à partir de... Donc le jardin va vivre qu'un an, en fait, à partir de 1890. Et en fait, après les années 1900, donc un premier directeur va succéder à Anton de Barry, qui s'appelle Somme-Lobar, qui était aussi un botaniste allemand, qui avait été son élève. Ensuite, Ludwig Jost, donc un autre botaniste allemand. Et en fait, à partir de la Première Guerre mondiale, on va enclencher en fait une période extrêmement troublée en France. On va avoir des guerres successives, et pour nous aussi, des changements de nationalité. Hein, parce qu'en fait, le jardin, à partir de cette date-là, va changer 4 fois de nationalité durant la période. Mais malgré tout, les collections ont toujours demeuré. Alors c'est ça aussi. Alors moi je dis souvent, les jardins botaniques universitaires, c'est un peu la fable du lièvre et de la tortue. C'est-à-dire on voit souvent quelquefois des collections privées se monter très rapidement. Donc c'est le lièvre. Nous on est plutôt tortue. C'est-à-dire qu'en fait on investit sur la durée, tranquillou, mais ces collections restent. Hein, je sais pas. Nous on a 400 ans. Le terrain aujourd'hui est inaliénable. Les collections sont inaliénables. Le terrain est protégé. Donc logiquement, je pense qu'on peut vivre encore 400 ans sans aucun souci. Mais en tout cas, voilà. Donc vous voyez un peu le dessin. Alors, comme je vous le disais, à partir des années 1900, on va enclencher en fait une période où c'est tellement troublé qu'on n'a pas le temps en fait de regarder en arrière et de regarder les bâtiments surtout. Et donc ils vont commencer à se dégrader à partir de cette époque-là. Donc les bâtiments construits à l'époque allemande en 1880 vont commencer à se dégrader. Et là, vous avez une photo des années 50 des serres. Vous voyez déjà qu'elles font c'est un peu moins reluisant. Et alors, on a trouvé là encore dans les recherches historiques qu'on a fait. Donc elles étaient chauffées au charbon, hein, donc bonjour l'effet de serre. Donc il y avait des cheminées monumentales à l'arrière des bâtiments. Hein, là, 2 grandes cheminées. Donc je ne vous explique pas l'hiver, quand ça chauffait le charbon, les gens qui avaient du linge aux fenêtres dans rue Goethe, ça ne devait pas être triste. Donc voilà, donc on avait des bâtiments donc, chauffés. Donc on chauffait au charbon, on générait de l'eau chaude et on faisait circuler l'eau chaude dans les serres. Et en fait, on a des écrits, nous, dès les années 50. Donc après en fait, la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace est redevenue française, où en fait les serres sont en très mauvais état, certaines serres ne sont plus chauffées, et en fait le risque principal c'était l'explosion de la chaudière en fait, à charbon, parce qu'en fait l'eau chaude ne circulant plus, il y avait des surchauffes, et donc les jardiniers dormaient dans la chaudière pour pouvoir, en cas de surtempérature, ouvrir la chaudière et sortir le coq incandescent de la chaudière. Ça on l'a vu écrit. Hein. Donc c'est Zola. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des règles hygiène et sécurité. On ne peut pas monter 2 marches sur un escabeau. À l'époque, on pouvait ouvrir une chaudière et sortir le coq incandescent sans aucun problème. Voilà. Mais bon, ça bout. Alors, parce que c'est pareil, en fait. Alors, vous voyez les bâtiments, hein, donc ils vont être rasés, hein, sans vous développer la surprise. Ils vont être détruits, mais il faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, entretenir et gérer des bâtiments pareils, c'était pas une mince affaire, surtout qu'ils n'avaient pas été entretenus. Et donc, en fait, il va y avoir encore un événement cataclysmique, comme on a vu tout à l'heure, la transformation en cimetière du premier jardin. En août 58, vous allez avoir un orage de grêle très violent à Strasbourg, où on va en fait récupérer dans l'étang du jardin botanique un grêlon qui faisait 900 grammes. Donc en fait, cet orage de grêle, qui est resté cantonné à Strasbourg même, a foutu en l'air toutes les toitures, tous les vitrages, toutes les cheminées. Et donc, il faut imaginer le complexe de Grande Serre, vous aviez quasiment plus qu'une vitre sur 10 qui était debout. Et alors là, c'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On rénove pas, pourquoi faire? Et en fait, les années 60, c'est une époque aussi où la botanique va beaucoup changer. Hein. Clairement, en 1880, on ne faisait pas de la botanique comme on en faisait en 1630, mais en 1960, on ne faisait plus de la botanique comme on en faisait en 1880. Et donc, les bâtiments, aussi modernes étaient-ils à l'époque allemande, en 1880, ils étaient complètement has-been et dépassés en 1960. Et donc, on va les raser. Il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, donc des bâtiments très dégradés, et aussi le boom estudiantin. Les années 60, on voit en fait la fréquentation dans les universités augmenter, et donc les amphis construits à l'époque allemande pour 50 étudiants, ça va plus. Ça va plus, c'est pas assez grand. Donc, à cette époque-là, on va avoir en fait pas mal de gros chantiers à l'université, et donc le premier des chantiers qui va nous concerner, c'est la destruction des serres. Donc, ils vont être détruites, rasées,
le métal va partir à la ferraille dans le nord de l'Italie et tout va être détruit. Et à la place, on va construire donc un bâtiment typique des années 50-60, donc l'Institut de botanique. Donc on est passé de ça, vous voyez, donc à ça, avec un microscope électronique, un amphithéâtre de 250 places, des logettes de culture, donc des serres au 7e étage. On y accédait directement par un monte-charge, c'est-à-dire qu'en fait on cultivait les plantes sur la toiture du bâtiment et on pouvait accéder directement au laboratoire. Donc c'était extrêmement novateur pour l'époque, comme l'ancien institut construit à l'époque allemande était novateur à son époque. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi cette histoire, ce préambule historique, à mon avis il est très important, parce que vous voyez qu'en fait les collections ça va, ça vient chez nous, mais globalement il y a toujours cette volonté pour nos collections et pour le lieu de servir l'enseignement. Et alors là, on va faire la connexion maintenant avec ce qui nous intéresse, donc les collections. Alors voilà, donc l'Institut construit en 1954-57, donc bâtiment construit par Georges Humel, donc un architecte qui a été quand même prix de Rome, donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc il nous a fait un magnifique bâtiment cubique en forme de virus, soi-disant. Et alors, bon, il était certainement bon architecte, par contre, il n'avait pas prévu. Donc en fait, vous avez donc les bâtiments du jardin avec les serres au premier plan, l'Institut de botanique avec 7 étages derrière. Et en fait, vous avez une cave, donc un bâtiment souterrain, de part et d'autre des deux bâtiments. Donc en fait, vous avez quasiment la même surface sous terre. Et en fait, on la voit, la descente ici qui descend à la cave. En fait, ici, vous avez un précipice de 5 mètres à peu près, enfin 4-5 mètres. Ils n'avaient pas prévu de rambarde. En fait, ils se disent, oh non, il n'y a pas tellement de fréquentation, donc en fait, on va enterrer en fait, un pan incliné qui descend à la cave. Ils n'avaient pas prévu de rambarde. Et en fait, là, le directeur de l'Institut, Maresquiel, avait dit rapidement au responsable du jardin botanique d'alors, écoute, il faut que tu fasses quelque chose, plante des arbustes pour éviter que les gens aillent et se cassent la gueule dans la fosse. Et donc, Jacques Zeller, l'ancien responsable des collections, va se dire, bon, il faut que je trouve des arbustes qui poussent assez vite, persistants, et qui évitent en fait que les gens se cassent la gueule dans le trou qui descend à la cave. Et donc, le début de la collection de Cotonner, c'est ça. Alors, il ne faut pas... Non mais... Voilà, c'est-à-dire qu'il faut démystifier aussi. J'aurais pu vous dire, oui, non, ça a été une longue réflexion, on s'est dit, voilà, un genre mal connu, on va s'y mettre, on va s'y attacher. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Au départ, c'est ça. C'est pour éviter en fait que le public se casse la gueule dans la rampe de l'Institut. Voilà. Alors, que va faire Jacques Zeller? En fait, il va commander des graines. Alors, Jacques Zeller, vous l'avez ici, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc qui a fait toute sa carrière au Jardin botanique, qui a été responsable des collections. Donc, vous l'avez ici en visite avec des collègues de la Société dendrologique allemande. Et donc lui, les jardins botaniques institutionnels, on fonctionne en réseau, on s'échange des listes de graines, et donc il va commander des graines dans les catalogues. Donc là, vous avez des vieux catalogues que j'ai ressortis des archives, et vous avez en fait paraphé le Z, alors c'est pas le Z de Zorro, c'est le Z de Zeller. Donc en fait, Jacques Zeller notait chaque cotonester qui l'intéressait. Quand c'était barré, c'est que la plante est revenue, et donc il les a semés comme ça, à partir des années 60, juste après la construction de l'Institut. Donc ça veut dire en fait qu'en termes de collection, nos collections elles sont contemporaines, c'est-à-dire qu'en fait le plus ancien cotonoaster, en fait il a été semé dans les années 60, et qu'ensuite, à cette époque-là, il a commencé à les semer, et en fait il s'est aperçu par exemple qu'il semait une même espèce, et que quand elle germait, il y avait deux choses différentes. Donc là ils se sont dit, tiens, il y a un problème, donc il a commencé à se documenter, il a commencé à semer, parce qu'en fait il s'est dit, j'en ai semé deux qui sont différents, donc je vais semer le même supposé d'une autre provenance. Enfin voilà, la collection a commencé comme ça. Tant et si bien qu'en fait, après, donc plus de 50 ans après, on a 390 arbustes, collection tracée à 99%, c'est-à-dire qu'en fait, on connaît l'origine à 99%, dans 90% des cas, et qu'en fait, alors vous verrez pour toutes les collections, je vous ai mis en fait un peu un ratio de ce qui est de culture, d'ex-nature ou de nature. Donc globalement, les trois quarts sont issus de culture. Mais on verra que chez les cotonasters, rien n'est simple. Alors, aujourd'hui, évidemment, on a commencé les inventaires avec des fiches cartonnées, ça je pense que vous l'avez tous connu. Aujourd'hui, donc, ce sont des bases de données qui sont en fait associées à des plans. Ça, on en a aussi parlé, certains en ont parlé. Donc clairement, nous, pour en fait un peu sacraliser ces collections, comme en fait souvent les cotonasters sont dans la même parcelle, donc en fait vous en avez une ribambelle à la queue leu-leu, pour éviter les inversions d'étiquettes, etc. En fait, on couple plan de plantation, inventaire, avec donc toute la traçabilité, l'origine, les noms d'arrivée, le nom changé, etc. Alors, donc, 90% des plantes sont arrivées sous forme de graines via d'autres jardins botaniques. On a également
depuis donc, les origines, Jacques Zeller a été en contact avec les grands collectionneurs de cotonéaster qu'on a en Europe. Hein, donc Jeannette Fryer au Royaume-Uni, Bertil Ilmo, donc, qui est décédé, qui était en Suède, Alberto Ghisani, qui est décédé, qui était en Italie, et Anna Krejcikova en Ukraine. Voilà. Donc quasiment tous sont venus en fait, à Strasbourg, sauf Ilmoé, je pense, qui n'est pas venu. Alors, maintenant, le genre cotonéaster. Alors, bon, là, on va commencer à rentrer dans le dur et dans le compliqué. Mais en fait, derrière ça, ce qui est intéressant dans la collection de cotonéaster, c'est que finalement, les problèmes nomenclaturaux, taxonomiques qu'on rencontre et que je vais vous expliquer par la suite, ils sont assez révélateurs de l'approche qu'on a nous maintenant des collections. Voilà. Donc le genre cotonéaster, il pousse de l'Europe de l'Ouest jusqu'en fait l'Est de l'Asie, mais il s'arrête en Corée et il ne pousse pas au Japon. Donc le gros noyau de diversité, c'est l'Himalaya, le sud de la Chine. Alors, le problème des cotonéasters, enfin problème, c'est pas un problème. Pour lui, c'est pas un problème. Pour nous, c'est un problème, mais pour le cotonéaster lui-même, c'est pas un problème. C'est qu'en fait, le genre cotonéaster est un genre très complexe parce qu'en fait, quand vous analysez en fait les gènes, vous apercevez qu'en fait, certains sont diploïdes, d'autres triploïdes, d'autres tétraploïdes. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas tous le même nombre de chromosomes. Et donc derrière ça, en fait, on s'aperçoit que certains font la reproduction sexuée classique, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils se croisent, et donc le résultant de l'accroissement, c'est la moitié du patrimoine de la mère, la moitié du patrimoine du père. Et puis certains sont apomictiques, c'est-à-dire qu'en fait, ils se reproduisent en doublant le stock de chromosomes, et donc ils sont donc la copie conforme du parent. Voilà. Donc en fait, on a affaire en fait, à des espèces qui s'hybrident, doublent leur stock de gènes, et ensuite font de l'apomixie. Donc ça vous fait, après des centaines d'années d'évolution, un bric-à-brac incroyable. C'est-à-dire que vous avez à la fois des espèces qui peuvent s'hybrider, d'autres qui ne s'hybrident plus, mais qui globalement donc, sont stables, mais proches des unes des autres. Voilà. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qui est clair par contre, notamment par les analyses génétiques récentes, c'est qu'on peut couper le genre cotonéaster en deux sous-genres, le sous-genre cotonéaster et le sous-genre Caenorpetalum. Ça marche. Enfin, quand on fait des analyses génétiques, ça apparaît. Donc un avec des fleurs qui restent comme ça, à peine ouvertes. Donc là, on le voit bien, vous voyez, qui restent comme ça en bouton. Et les autres, donc plutôt des fleurs d'ailleurs souvent roses. Et l'autre, donc le sous-genre Caenorpetalum, avec des fleurs plutôt blanches et qui s'ouvrent. Voilà. Donc, en fait, quand vous voyez ce méli-mélo génétique, en fait, l'approche du genre, elle varie selon les gens. C'est-à-dire que certains, alors évidemment, quand on développe une collection, on va commencer à acquérir des ouvrages, de la bibliographie, mais en fait, la bibliographie, même si elle est quasiment contemporaine, c'est-à-dire que tous ces ouvrages, ils ont été publiés en moins de 30 ans, en fait, l'approche n'est pas la même. Certains auteurs, alors notamment les grands spécialistes du genre cotonéaster, Fryer, Ilmo, etc., vont segmenter toutes ces micro-espèces en espèces. Donc en fait, vous allez avoir 200 espèces quasiment de cotonéaster selon eux. Et d'autres sont beaucoup plus agrégateurs et vont vous dire non, en fait, on ne peut pas traiter les choses comme ça. Ces espèces de micro-populations, en fait, dans la réalité, elles forment un continuum. Et donc, il faut faire de ces 3 ou 4 espèces une seule espèce. Et pour certains autres, ils sont même plus radicaux. Ils disent, nos prédécesseurs là-bas, ils ont fait 35 séries. En fait, les séries, on les fait sauter et en fait, on transforme les séries en espèces. Et en fait, il n'y a plus que 35 espèces de cotonéaster qui sont chacune très variables. Alors, vous allez me dire, mais nous, alors maintenant, avec nos collections, donc quand le CCVS me contacte et me dit, Monsieur Tournay, vous avez combien d'espèces de cotonéaster? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Eh bien, en fait, je dis rien, parce qu'en fait, finalement, la question, combien vous avez d'espèces, c'est pas une bonne question. La question qu'on devrait me poser, c'est combien vous avez d'accessions. Voilà. Parce que finalement, le concept d'espèces, de micro-espèces, de sous-espèces, c'est une invention, c'est un concept cérébral humain, globalement. Mais moi, ce qui m'intéresse derrière ça, c'est surtout les provenances. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand vous voyez... Alors c'est vrai que les progrès de la génétique, la phylogénie, c'est des choses qui commencent à se développer, donc je pense qu'on va petit à petit avancer dans ces domaines-là. Mais globalement, aujourd'hui, moi, le nombre d'espèces de cotonéaster que j'ai, je m'en fous, clairement. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir des accessions tracées, qu'on met à disposition de ces gens qui actuellement travaillent sur le genre, pour essayer de faire avancer la connaissance de ce groupe extrêmement complexe. Voilà. Mais vous voyez bien l'intérêt... Enfin, en tout cas, nous, aujourd'hui... Alors, au sein des universités, c'est pour nous un mécanisme qui est assez simple, parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de collègues chercheurs en botanique qui travaillent là-dessus, sur la génétique. Et donc, eux, ils vont, par exemple, s'intéresser à
à une espèce, mais travailler sur les provenances de cette espèce qui pousse par exemple de l'Europe à l'Asie. Hein, on a un collègue là qui travaille sur la génétique, enfin, sur des problèmes nomenclaturaux sur Dianthus superbus, donc l'œillet superbe qui est une espèce qui pousse de l'Europe jusqu'à l'Asie. Donc il fait de la morpho, il fait de la génétique, et il s'est aperçu qu'en fait, ce qu'on appelle superbus en Asie, c'est une autre espèce. Par contre, en Europe, on a tendance à faire des sous-espèces, et ça, génétiquement, ça n'apparaît pas bien, pour l'instant. Mais peut-être qu'on n'a pas encore les outils qui nous permettent de déceler ces choses. Enfin voilà, donc vous voyez, moi, si j'ai un petit message à faire passer durant ce colloque, ce qui est très important en termes de collection, enfin en tout cas chez nous, c'est qu'on essaye finalement le tableau de chasse, nombre de taxons, nombre de nototaxons, nombre d'espèces, etc. Non, on n'en est plus là. Hein. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est les accessions, la traçabilité, l'origine de nos plantes, être capable d'associer constamment accession, provenance, et puis ensuite, ce patrimoine-là, il est à disposition des champs qui ont les outils pour travailler, pour faire avancer les connaissances. Alors, un exemple, hein. Là je vous ai quand même pris un exemple. J'ai pris une espèce que tout le monde connaît, hein, c'est le Cotonéaster franketti. Alors, Ilmo et toute la bande ont fait une section, une série. Et en fait, quand vous regardez les espèces qui sont dans la série, en fait, il y en a pas mal qui sont reconnus par certains et pas par d'autres. Alors, je vous ai pris des rameaux de ces différents cotonéasters qui font partie de la même série. Donc, certains, les plus segmenteurs, vont faire 4 espèces, et les plus agrégateurs vont en faire une. Et c'est vrai que quand vous les regardez, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça se ressemble, mais c'est un peu différent. Mais globalement, est-ce que ça vaut le statut d'espèce d'avoir ce feuillage-là qui n'est pas comme celui-là, ou ce fruit qui est là subsphérique et là qui est plutôt ovoïde? Voilà, j'en sais rien, mais voyez la difficulté qu'on a, hein, clairement, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je ne prends pas position, mais on est capable, pour ces 4 taxons, de dire, voilà leur provenance, voilà où ils ont été collectés. Après, vous en faites 1 ou 4 espèces, peu importe, finalement. Alors maintenant, plus rigolo, je vais vous détailler en fait quelques quelques photos, parce que le genre, en fait, on comprendrait entre, on va dire, 100 espèces, une centaine d'espèces, voire 200 pour les plus segmenteurs. Donc avec des espèces couvre-sol, alors c'est très variable, hein, donc des espèces couvre-sol, tapissantes, qui peuvent vraiment en fait habiller, suivre en fait le rocher sur lequel ils poussent. Donc c'est plutôt des espèces en fait de pleine lumière, il faut bien dire ce qu'il y a aussi. Donc des espèces arbustives moyennes, donc avec une grande variabilité de couleurs de fruits, etc. Alors ça aussi, en termes de botanique, c'est un problème, parce qu'en fait, Ilmo, dans ses ouvrages, dans leurs clés, il base beaucoup des clés sur la couleur des feuilles et des fruits. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un échantillon d'herbier de cotonéaster, mais la couleur des fruits et la couleur des feuilles, vous ne la voyez plus. Donc en fait, par exemple, les clés qu'ils ont mis en place dans leurs ouvrages sont inutilisables quand on cherche à checker des spécimens d'herbier. Hein. Donc là, des arbustes, alors qui peuvent être persistants, semi-persistants ou caducs, donc toujours avec cette variabilité. Alors, nous, on a des fructifications donc, tous les ans. Hein. L'avantage des cotonéasters, c'est que ça fructifie. Il n'y a pas une année sur 2, comme chez les abricotiers, ou j'en sais rien. Là, ça fructifie tout le temps. C'est extrêmement appétant pour les oiseaux. C'est très florifère, c'est très mellifère. Et donc, vous avez des espèces aussi très grandes, hein, qui peuvent faire des petits arbres multitroncs, hein, comme donc Arbusculus, qui porte bien son nom, avec des fruits violets, et Affinis, notamment avec des fruits noirs. Et qui peuvent produire. Alors, cette année, ceux-là sont relativement bien placés, mais alors, vous avez des centaines de milliers de fruits sur un arbre, hein, sur un petit arbre. Alors, dans le guidade que nous aviez envoyé là, pour un peu préparer les interventions, on avait dit voilà, il faut aussi un peu parler valorisation. Alors nous, on a la chance d'être dans le giron d'université, et donc toutes les collections, cotonéasters, collections CCVS ou pas, sont utilisées pour les enseignements. Hein, clairement. Les cotonéasters, quand on fait le fruit des rosacées en travaux pratiques, on va aller chercher, les enseignants vont aller chercher des échantillons de cotonéasters. Donc là, vous voyez la salle de travaux pratiques qui est dans nos locaux. Le petit plus, c'est qu'en fait, notre salle de travaux pratiques donne sur la serre tropicale. C'est-à-dire que les étudiants à Strasbourg, quand ils font les TP de Bota, ils ont vu sur la serre tropicale. Donc ça, c'est quand même pas fréquent. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye maintenant... Alors, dans les licences qui arrivent à Strasbourg chez nous et qui vont faire de la biologie animale et végétale. Donc il y en a 600 en première année. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc c'est pas évident de faire aux petits oignons parce qu'ils sont 600. Donc vous voyez les amphis que ça représente, etc. Donc on peut pas leur faire une visite guidée par groupe de 20. C'est pas possible, ils sont trop nombreux. Alors ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on essaye de leur faire comprendre en quoi une collection universitaire
donc avec des collections dans nos serres et dans notre jardin, ça peut leur être utile au sein de leur cursus. Donc ça, c'est une première. Cette année, en fait, on fait une intervention en amphi magistrale à tous les L1 pour leur dire, voilà en quoi un jardin botanique, ça peut vous être utile dans votre cursus et dans votre vie tout court aussi. On rajoute ça. Donc en clair, en fourniture de matériel, en stage, en formation, en recherche bibliographique, etc. Donc ça, c'est très important et donc c'est assez inédit. Mais donc on essaye de faire comprendre aux étudiants qui pourraient... On a du patrimoine génétique, on a des accessions, et ces accessions, ils peuvent les utiliser dans leur cursus, quand ils vont faire des stages, des travaux de recherche, des TP, ou même plus tard, quand ils font de la recherche, s'ils en font un jour. Alors, maintenant, les enjeux, parce qu'en fait, la collection, donc, vous voyez, elle a été plantée dans les années 60. Donc là, vous avez une vue de l'arboretum en 95, au moment où une des parcelles des cotonastères a été installée. Donc derrière, vous avez l'arboretum. Le plus grand arbre est un pacanier, Caria ilwaensis, qui est tombé lors de la tempête Lothar de 99, dont on va fêter les 20 ans cette année, enfin les 20 ans de la chute. Voilà la même parcelle aujourd'hui. Donc là, vous voyez qu'on a un petit souci, qu'on commence à avoir un souci, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, 3,5 hectares en centre-ville, sans possibilité d'extension, avec en fait des massifs d'arbustes qui ont été plantés les uns à côté des autres, entourés d'arbres qui poussent. Donc en fait, le milieu se ferme. Clairement, on a en clair de moins en moins de place pour planter, et notamment pour replanter des cotonéastères. C'est-à-dire qu'on a des arbres qui ont été plantés il y a une vingtaine d'années, qui sont relativement grands maintenant, qui se touchent les uns les autres, et aujourd'hui, quand on rentre une nouvelle accession de cotonéastères, en fait, on a du mal à la planter parce qu'il y a des grands stucs à côté d'elle, et ça, c'est un problème. Là, je vous montre une photo aérienne du jardin botanique vers 1950. Vous voyez, en fait, le milieu était beaucoup plus ouvert. On avait plein d'espaces en fait vides entre guillemets, notamment issus de la systématique qui était beaucoup plus étendue. Et donc tous ces massifs en fait sont en grande partie fermés, plantés avec des arbres qui faisaient 3 mètres à l'époque, mais maintenant qui en font 15. Et donc ça pour nous c'est une difficulté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment on va faire pour faire vivre cette collection, en fait, enfin, la développer, clairement. C'est-à-dire que les arbres sont là, les cotonéastères sont là, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, si aujourd'hui, on voulait planter 20 cotonéastères, on n'a plus la place, clairement. On est complètement à saturation. Alors, on va vite passer maintenant en revue les autres collections. Alors là, sans transition, on pourrait dire. Donc on passe des cultures de plein air, de ligneux, à des plantes molles, de serre, avec les sensivières. Mais avec une même problématique aussi, enfin, différente. Donc là, environ 199 accessions, 56 taxons, donc le genre Sansevieria c'est à peu près 70 espèces aujourd'hui, 40 accessions non nommées. Alors là, le gros souci, c'est qu'en fait, on a beaucoup de déchets, j'aime pas ce mot-là, mais 88% des plantes sont issues de culture. Alors ça, historiquement, ça s'explique assez facilement, c'est que les sensivières, ça se bouture comme du chien-dent, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites une bouture de feuilles, et la plante repart. Et donc les plantes en fait se sont trimballées de jardin botanique en jardin botanique très facilement, sans qu'on note les provenances. Donc aujourd'hui on a des gros soucis de traçabilité. Par contre, le genre est très diversifié, donc un genre plutôt donc africain, donc Afrique de l'Est, Éthiopie, Corne de l'Afrique, jusqu'à l'Afrique du Sud, Afrique centrale, avec une excroissance Madagascar, Inde. Donc environ 70 espèces. Donc extrêmement diversifié, des feuilles aplaties, des espèces donc à rhizomes souterrains, d'autres coalescentes, donc feuillage cylindrique, des pores plutôt couvre-sol sarmenteux, enfin, voilà, une chose assez incroyable. Donc la difficulté pour ce genre, elles sont multiples. Donc la première des choses, c'est qu'il manque l'unique révision du genre a été faite en 1915, donc c'est très ancien. Elle a été faite par Brown, donc qui était un Anglais, et qui était en fait un rat d'herbier. En fait, il a fait une monographie des sensivières sans avoir jamais vu une sensivière dans la nature. Donc il a fait que l'analyse d'herbier. Ça, on en connaît, hein. Franchet chez nous a fait la même chose, etc. Donc le problème, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu une sensivière en herbier, mais c'est comme une chambre à air qu'on aurait dégonflée et qu'on aurait foutu sur une planche d'herbier. C'est infâme, quoi. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Hein. C'est-à-dire que vous avez des descriptions anciennes qui sont très fragmentaires, les répartitions géographiques, comme pour les cotonéastères, sont très mal connues, donc on n'a aucune idée en fait de la répartition globale de ces plantes. Vous avez aussi une reproduction végétative assez efficace, donc des clones, des petites populations, etc. Donc pas beaucoup de bibliographie, de la bibliographie ancienne. Donc nous on a dans notre fonds documentaire tous ces ouvrages anciens. Alors vous avez une société, l'International Sansevieria Society, qui existe depuis l'an 2000, donc qui publie pas mal, qui décrit aussi, enfin des gens décrivent des nouvelles espèces.
Et là encore, on sent, depuis notamment l'avènement de la phylogénie, le fait que les analyses génétiques coûtent de moins en moins cher, ils commencent à passer à la moulinette les sensivières. Donc là, il y a des collègues de Tucson aux États-Unis et aussi de Gand en Belgique qui commencent à s'intéresser à ce groupe-là et qui essayent de manière, en comparant des spécimens d'herbiers, les descriptions, donc faire de la morpho, de la génétique, qui essayent d'y voir un peu plus clair. Donc nous, on a fourni notamment des spécimens, il y a une personne qui fait des recherches à Gand, donc on a fourni des spécimens, mais la limite à ça, en tout cas pour notre collection, c'est que Gand nous a demandé uniquement les spécimens issus de nature, ce qui ne représentait rien, vous voyez. On a dû fournir 5 ou 6 plantes sur la centaine qu'on possède. Donc ça, c'est la grosse limite de cette collection, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font de la génétique, ils travaillent en accession, donc il faut qu'ils puissent checker un profil ADN, une répartition géographique. Et donc si votre plante n'est pas tracée nature ou ex-nature, ça n'a plus grand intérêt pour eux, ça n'a même aucun intérêt pour eux, sauf vraiment cas très particuliers. Voilà. Donc ça pour nous c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, à terme, pour parler clairement, c'est qu'il va falloir qu'on renouvelle cette collection de sensivières pour avoir de plus en plus de traçage nature et essayer d'éliminer ces plantes non tracées, clairement. Voilà. Alors, à tel point d'ailleurs que la phylogénie avance à un tel niveau que le genre Sansevieria lui-même n'existe plus. Pour certains auteurs, il devrait être intégré au genre Dracaena. Voilà. Alors, c'est des publications de 2018 ou 2019. Donc, c'est comme quand on achète une nouvelle bagnole, il faut attendre. Vous voyez, il vaut mieux acheter un modèle qui a fait ses preuves. Donc, on va attendre un tout petit peu, voilà, qu'il y ait d'autres travaux qui soient faits. Parce qu'en fait, alors, comme pour les cotonéastères, comme pour les sensivières, la difficulté, c'est qu'ils ont d'abord travaillé sur les principales espèces, mais qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ils fassent de la génétique vraiment pour une espèce, plein de provenances différentes, etc. Et ça, c'est clair. Pour les cotonéastères, pour les sensivières, ça n'a pas encore été fait. Alors, autre collection. Alors là, on repasse à l'extérieur, on repasse avec les ligneux, les celtis. Donc on a une collection de 17 accessions, 14 taxons. Alors là aussi, on a un problème de place récurrent. Bon, mais on a de beaux arbres, donc un genre, donc une soixantaine d'espèces, plutôt Nord-Amérique, Asie, donc avec des plantes qui ont déjà... alors on a quelques plantes d'origine centenaire, notamment des celtis nord-américains plantés à l'époque allemande, et puis sinon c'est des collections contemporaines avec Celtis sinensis, donc Coraensis qui est très caractéristique, on va en parler après, Tetrandra, anciennement Yunanensis je crois. Donc là une espèce assez particulière, Tourneforti, variété Aetnensis, en fait c'est une forme locale de Tourneforti qui a été collectée sur le mont Etna par des collègues d'un jardin botanique italien. Petit arbre en fait qui perd ses feuilles très tard, très très joli, complètement rustique chez nous à Strasbourg. Alors, la valorisation. Voilà. Comment on valorise une collection de celtis ou d'autres collections? Alors, il y a aussi un point d'entrée qui est important, à mon sens, et qui est d'ailleurs souvent minimisé dans nos collections, c'est qu'en fait, on a des plantes qui sont pour la plupart tracées, qu'on a identifiées, qu'on a validées, et donc, ça permet de connaître, finalement, on a une plante vivante, donc on peut la regarder, on peut la décrire, et c'est vrai que moi, souvent, je consulte flore d'Amérique, flore de Chine, et c'est terrible quand on consulte ces flores, c'est qu'elles sont elles sont beaucoup basées sur les spécimens d'herbiers, et donc souvent les descriptions sont très fragmentaires en fait, parce que les gens n'ont observé que du matériel sec. Et nous, l'avantage, c'est qu'on a du matériel frais. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est quand on a des espèces comme ça relativement rares, tracées en plus, on collabore avec des gens qui essayent un peu de détricoter ces genres et de faire qu'on les connaisse et qu'on les identifie mieux dans nos collections. Et alors là, nous, on collabore toujours avec Yann Delangue, qui est en fait un dendrologue, qui essaye en fait de clarifier, de faire des clés d'identification de ces ligneux qu'on trouve dans nos parcs et jardins d'Europe. Et donc, il fait des clés, il scanne aussi énormément d'échantillons. Alors ces scans, ces clés sont sur le site de l'arboretum de Vespelard, donc là, le propriétaire est là, et c'est vrai que ce site est extrêmement intéressant si vous vous intéressez aux arbres, que vous avez du mal ou que vous voulez réidentifier vos plantes, il faut aller sur ce site parce que vous avez des clés d'identification qui ont été rédigées avec du matériel tracé et vous avez des photos de matériel tracé. Parce qu'en fait, quand on fait une recherche d'images, si on fait du Google Images et qu'on a une planche de Wikipédia, enfin, rien ne vous dit que finalement la plante est bonne. Là, par contre, vous êtes quasiment sûr qu'elle a été vérifiée, validée. Et donc, ces planches ont servi à décrire ces clés. Pour la petite histoire, donc Yann nous avait demandé de lui envoyer en fait, des spécimens de ce Celtis aurantiaca, donc qui est une espèce en fait, de Corée, qu'on a de graines fournie donc, par un jardin botanique coréen. Si vous regardez la flore de Chine met Coraensis et Aurantiaca en synonymie.
en fait. Hein. Alors quand vous voyez la feuille, ça ne se sent pas du tout. Et d'ailleurs, Yann Delangle les a distingués dans sa clé. Alors après, nous, on a un individu, hein, donc c'est une accession. Il faudrait corroborer ça avec d'autres Aurantiacas, d'autres provenances. Mais voilà, vous voyez à quoi peuvent servir nos collections. C'est-à-dire qu'on étudie les plantes, on les décrit, on fait des clés et on fait avancer la connaissance de ces plantes dans nos collections. Donc ça, c'est très important. Et ça ne coûte rien. Hein, ça coûte rien. Nous, on n'a pas de moyens. On a tout juste de quoi s'acheter des brouettes, mais envoyer du matériel par la poste, on peut encore le faire. Donc il ne faut pas s'en priver. Avant-dernière collection dont on va parler aujourd'hui, donc les Rhamnus. Alors là, un genre un peu aussi infâme, 170 espèces, un genre compliqué, sans monographie réelle, donc il faut se baser sur les flores locales. Genre assez complexe, mais avec des choses très intéressantes. Hein. Les Rhamnus sont un genre mal connu, sous-exploité, entre guillemets, dans les jardins. Donc vous avez des espèces arbustives plutôt de rocailles, tapissantes, avec des feuillages extrêmement variables. L'écorce aussi peut être très très belle. Hein. Vous avez Rhamnus davurica qui a une écorce, on dirait presque un cerisier ou un bouleau. Alors j'ai aussi mis un petit genre, le genre Rhamnella, qui est proche des Rhamnus, 8 espèces chinoises pour la plupart. Et alors ça c'est très 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 beau. Hein. C'est vraiment un petit arbre à port en plateau, splendide, très rare. Hein. Nous on a 2 plantes en culture chez nous. Donc un genre sous-exploité, moi qui je trouvais très bien aussi, parce que ce sont des arbres des petits arbustes à petit développement qu'on peut tailler facilement. Là on parlait tout à l'heure à Westerrival de taille en transparent, de choses comme ça. On peut les associer. Là vous avez le massif des plantes japonaises. En fait, en fond de massif, vous pouvez mettre des Rhamnus, des choses comme ça pour garnir. Vous avez en plus quelquefois des belles couleurs automnales. Donc un genre intéressant, sous-exploité, donc vraiment à retravailler. Là, par contre, on n'a pas d'exploitation directe en termes de science, de transmission, de valorisation, sauf, encore une fois, Yann Delangle qui nous a demandé en fait, des échantillons pour scanner des espèces les plus rares. On a notamment Rhamnus taketi, donc, qui est un endémique de l'île de Jeju-do en Corée et qui est dédié au père Takei, hein, un Français. Donc ça, c'est une espèce très très intéressante, à mon avis, qu'on est les seuls à avoir en France et en Europe certainement. Hein. Alors, dernière collection, les Cornus. Donc nous, on ne s'intéresse qu'aux Cornus botaniques, hein, clairement, on a très peu d'hybrides. Alors là aussi, genre très diversifié, donc plusieurs dizaines d'espèces. Donc 41 accessions, 32 taxons aujourd'hui. Alors, donc vous avez alors, évidemment les Cornuilla bractées, Cousa, donc là Vénus qui est un hybride, Cousa sinensis. Bon, alors évidemment, ça c'est pour les grands-mères, ça je peux vous dire que quand la plante est en fleurs, les photos sur Instagram ou dans les réseaux sociaux, ça y va, oui, ça y va fort. Par contre, moi ce que je préfère, c'est les autres, hein, clairement, d'autres cornouillers, plus intéressants, avec, alors, celui-là, Officinalis, qui est le Cornus mas asiatique, donc qui est une plante médicinale très très importante en Asie et qui est très intéressant parce qu'en fait il fait des fruits très tard. Nous typiquement c'est la petite blague quand on ramasse les feuilles pour protéger les plantes, en fait on peut le manger parce qu'il est mûr à cette époque-là. Donc d'autres espèces à fruits bleus, hein, très beaux, nord-américains, Phoemina, Macrophylla aussi, donc des cornouillers à port en plateau asiatiques très beaux. Alors le cornouiller le plus rare qu'on ait de la collection, c'est pas le plus spectaculaire, c'est lui Darvasica, qui est un endémique du Tadjikistan et qui est coté CR à l'UICN, donc critiquement en danger. Hein, donc qui est certainement le cotonéaster un des plus rares qu'on trouve sur Terre. Nous, on a une plante issue du Tadjikistan. On va essayer de la multiplier parce qu'elle est un peu vieillissante pour sauvegarder le taxon. Et là, donc certainement la plus belle des espèces qu'on cultive, hein, bon, qui est connue chez nous parce qu'on est un des rares jardins à la cultiver en Europe de l'Ouest, donc Cornus wilsoniana, donc une plante qui a 25-30 ans, on pourrait l'appeler, alors le cornouiller de Wilson évidemment, c'est une espèce chinoise, mais surtout le cornouiller à écorce d'eucalyptus, très très belle écorce, floraison, alors les fleurs sont petites, discrètes, mais alors l'arbre est couvert de fleurs au début de l'été. Malheureusement, donc on n'a qu'une plante qui fructifie de manière assez erratique, et alors là aussi en termes de valorisation, on a donc en master chez nous des étudiants qui font de la multiplication in vitro. Et en fait, les enseignants nous ont demandé de trouver des plantes compliquées à multiplier, et où il y avait de la biblio. C'est-à-dire qu'en fait, eux pouvaient voir, par exemple, les mélanges d'hormones, etc., qui avaient été utilisés pour faire de l'in vitro. Ce cornouiller-là, les Chinois pensent qu'ils pourraient faire du biodiesel avec la pulpe du fruit. Et donc, ils ont enclenché des programmes de multiplication végétative de manière in vitro, donc il y a de la biblio. Nos collègues de l'université, avec leurs étudiants, ont tenté de faire de la multiplication selon le protocole fait par les Chinois, et ça ne marche pas. En fait, vous avez un champignon endophyte qui se développe dans la gélose et qui tue le replant. Donc pour l'instant,
c'est qu'un échec. On a réussi à le ressemer avec les quelques graines qu'on avait eues, mais la tentative de multiplication in vitro a avorté. Mais c'est pour donner un ordre, quand on parlait coopération, valorisation de ces collections, on a des étudiants de l'Université de Strasbourg qui font des TP de multiplication in vitro sur du Cornus wilsoniana. Donc ça, voilà, si ça, c'est pas de la valorisation de la collection, je me fais moine. Voilà. Et donc, vous voyez là, terminé par quelques autres espèces, hein, très très belles, plutôt petit arbre, Valtteri. On a une forme verte de Cornus sanguinea, sans oublier aussi les couleurs automnales, Cousa, Nutali. Bon, cette année, on a eu un automne très humide, donc vraiment pas de jolies couleurs, mais on peut aussi valoriser les cornoyers pour ça. Et je vous remercie de votre attention.